Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vidéo du jour, comment rouler en voiture électrique et comment se recharger principalement en Belgique. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une Renault 4 e-tech électrique et petit point tourisme, je me situe près de l'Atomium. Regardez comme c'est magnifique, l'Atomium en Belgique. Mais qu'est-ce que c'est beau! Donc dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs choses. Notamment quelques différences avec la conduite avec un véhicule thermique, quelles pensées il faut prendre, etc. Voilà, je ne serai pas du tout exhaustif, ça sera juste, voilà, toutes mes idées qui sortent à moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu. Merci beaucoup d'avance. Et donc, rapide tour de ce véhicule Renault 4 e-tech électrique. La hauteur mesure, je pense, 4,14 m. La largeur, j'en sais absolument rien, mais c'est pas très important, mais on voit que c'est imposant quand même. Il y a une tonne de vidéos déjà sur cette voiture, donc je vais pas vous la présenter, montrer un peu le coffre. Ici, ce coffre-là, quand même assez polyvalent. Caisson de basse ici en dessous, donc malheureusement pas de sous-coffre. Coffre électrique, ça c'est pas mal. Donc on est sur des énormes jantes de 18 pouces. Un bel intérieur tout noir. On voit qu'on est sur un beau système Android Automotive. Il faut allumer ici toujours. Voilà, c'est toujours pas un moteur, un véhicule où on appuie sur la pédale de frein et pouf, le moteur s'allume. Ça, c'est encore réservé à Tesla, Polestar ou encore Volkswagen. Donc voilà, rapide, on voit qu'on est ici sur quelque chose de très qualitatif, des beaux sièges, quand même pas mal de place ici, du cuir ici, Renault 4 écrit, du tissu, un peu voilà. Par contre voilà, hein, on voit qu'on n'est pas sur du premium, on est sur du dur, on est sur du dur, on est sur du dur, mais ici on touche, c'est agréable, là c'est agréable, ici je touche pas généralement, mais par contre là je me mets et c'est agréable. Donc voilà, c'est pas mal, le volant est quand même assez ergonomique. Donc voilà. Donc, je vais maintenant aborder quelques différences fondamentales entre une voiture électrique et un véhicule thermique. Tout d'abord, on le voit ici sur le véhicule que j'ai aujourd'hui à disposition. On a, comme pour les voitures automatiques, un sélecteur de vitesse. Seulement, à l'inverse des véhicules thermiques, on n'a pas de boîte de vitesse dans un véhicule électrique. En fait, c'est juste marche, arrêt, reculer, avancer. Il n'y a pas réellement de vitesse qui se passe, il n'y a pas de boîte. Les seules voitures qui font ça sont soit des véhicules très sportifs, type Porsche, ou alors plus récemment le Mercedes CLA ou le Mercedes GLC, qui ont deux boîtes de vitesse afin d'avoir plutôt une conduite douce, conduite en ville et une conduite à plus haute vitesse pour un peu réduire le nombre de tours minutes auquel le moteur électrique tourne. Mais sinon, réellement, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et donc voilà. Donc on a juste un sélecteur. Donc toutes les personnes qui éventuellement connaîtraient déjà un véhicule à boîte automatique ne seront pas dépaysés, mais il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de vitesse qui se passe quand on roule un véhicule électrique. Donc voilà. Deuxième chose, très souvent qu'on entend, c'est le freinage régénératif. J'incrusterai juste après pourquoi j'ai choisi quand même cette Renault 4 pour illustrer le véhicule électrique et pour du coup illustrer le freinage régénératif dont elle dispose, parce qu'il est quand même plutôt évolué, c'est quand même un des meilleurs systèmes. On peut presque tout choisir. Et donc le freinage régénératif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement
au lever de pied de l'accélérateur. Quand on roule, quand on conduit, on a le pied sur l'accélérateur, on avance, on le maintient pour garder une vitesse. Et lorsqu'on lève le pied, la voiture freine. Vous me direz, bah oui, il y a ça avec le frein moteur tout simplement. Mais non, le frein moteur, c'est vraiment un léger ralentissement. Pour passer de 100 km/h à 0 avec le frein moteur, il faut vraiment une très longue distance, tandis que par exemple pour passer de 80 à 0, on est à peu près sur 150 mètres minimum, en moyenne plutôt. D'autres chaînes YouTube que moi ont beaucoup d'expertise là-dedans, mais on est à peu près sur 150, 120, entre 120 et 150 pour les meilleurs et la moyenne. Et donc en fait, c'est quoi? C'est tout simplement au lever de pied. Au lieu que le moteur tourne pour aller vers l'avant, le moteur électrique va tourner pour aller vers l'arrière. Et donc en fait, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer un frein. Et donc ce qu'on appelle le freinage régénératif. Et pourquoi régénératif? Parce qu'en fait, l'énergie qui est utilisée pour régénérer, en fait, ça freine. Et donc ça régénère et en fait ça nous fait baisser la consommation moyenne puisqu'en fait l'énergie cinétique provoquée par le ralentissement remet de l'électricité dans la batterie. Et donc c'est pour ça en fait qu'on arrive à faire baisser la consommation moyenne, puisque si on fait par exemple toutes les phases d'accélération, j'invente par exemple à 25 kWh, on a chargé par exemple 5 kWh et donc on fait baisser de quelques kWh sur une moyenne, sur une certaine distance. Quand je dis 25 kWh, c'est toujours comme on parlait des litres au 100 à l'époque, 25 kWh au 100. J'ai dit ça de manière tout à fait hasardeuse, parce que 25 kWh au 100, c'est quand même élevé. Mais donc voilà. J'illustrerai juste après, j'incrusterai en vidéo les palettes au volant de la Renault, etc. Le One Pedal. J'expliquerai ce que c'est le One Pedal. Donc voilà, illustration du fameux freinage régénératif One Pedal. Donc vous voyez, dans cette voiture-ci, elle dispose de palettes au volant. Avant, les palettes, on connaît les palettes pour du coup le passage de vitesse. En fait, ici, les palettes servent à réguler, à changer la force du freinage régénératif. Ici, par exemple, on est au mode par défaut, toujours le dernier mode sélectionné, sauf si on a sélectionné One Pedal. Donc là, c'est une spécificité Renault, mais voilà, il y a des marques qui laissent ce qui était avant. Et donc en fait, quand on roule, on va appuyer ici et on voit ici One Pedal activé. Et One Pedal, ça fait quoi? Ça fait qu'ici, je lâche le pied. J'ai lâché le pied. Et voilà, je suis à 0. Et c'est pour ça qu'on dit un One Pedal, une pédale. Parce qu'en fait, littéralement, on peut rouler avec une seule pédale. Pas besoin d'appuyer sur le frein. Pour la plupart des situations, sauf évidemment frein d'urgence, eh bien, pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Et donc ici, par exemple, je suis à fond. Et imaginons les gens qui n'aimeraient pas ça, parce qu'on a le droit de ne pas aimer, eh ben en fait, on appuie ici, One Pedal désactivé, et donc là, on diminue, et donc là, comme on voit, j'ai dû appuyer sur le frein, sinon je tournais un peu trop fort. Et donc en fait, voilà, je suis à 30, je lâche le pied et je suis en roue libre. Je suis totalement en roue libre. C'est même pas comme un frein moteur, c'est vraiment de la roue libre. Tandis qu'ici, on est plutôt sur une impulsion, on est plutôt sur un peu de la roue libre, un peu du frein moteur. Voilà, personnellement, One Pedal, hop, One Pedal activé, et donc voilà. Pour compléter un peu les explications sur tout ce qui est One Pedal, freinage régénératif, etc., le mode B aussi, faut savoir que tout ce que je dis ici, c'est juste une voiture qui sert d'exemple, que j'ai choisi parce que franchement c'est un bon système de pouvoir choisir et réguler, de pouvoir choisir un peu comment on veut conduire. Le système Kia actuel est encore plus évolué par exemple. Le système Kia lui permet d'avoir le One Pedal
avec une force de freinage régénératif que l'on choisit. Donc imaginons les gens qui aiment bien pouvoir s'arrêter en one pedal, mais qui veulent avoir un freinage régénératif très faible et quand même toujours jouer du frein, de la pédale de frein, eh ben, peuvent l'avoir. Peuvent avoir ça, c'est très possible. Faut savoir que du coup, cette voiture-ci, la Renault n'en dispose pas, mais bon, on est sur quelque chose de déjà très évolué. D'autres marques, comme par exemple la Polestar 2 que j'ai devant moi qui m'empêche un peu de conduire, elle, par défaut, est toujours en mode one pedal, est toujours en mode freinage régénératif très très fort. C'est très dur de dire régénératif, vous constaterez. En plus, je m'en mêle les pinceaux, mais bon, soit. Donc la Polestar 2, je le disais, a un freinage régénératif très très fort par défaut. Par défaut, c'est vraiment, je crois, parmi tout ce que j'ai conduit, et j'ai quand même conduit pas mal de voitures, le freinage le plus fort. Et donc, on peut faire, tout ce qu'on peut choisir, c'est oui, vous avez un freinage régénératif, ou alors vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas moduler, il n'y a rien à faire. Par contre, Tesla Model 3, Tesla Model Y, eux, tu choisis pas. Tu as toujours le one pedal. Et lui, il est géré un peu de manière presque automatique, je dirais. Donc, c'est pas toujours la même intensité, mais il est géré de manière tellement incroyable que ça en fait quand même un des meilleurs systèmes. Le seul truc, c'est que on peut pas choisir, donc voilà, ça pourra frustrer les gens qui veulent conduire et qui aiment conduire. D'autres marques, comme par exemple Renault quand même, avant que cette Renault 4 ne sorte, ils avaient d'abord sorti la Renault 5, et en fait c'était un mode B. Le mode B pour break, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la BMW i5, en fait break pour tout simplement dire frein, et donc ça freine et ça n'allait pas jusqu'à l'arrêt complet. Seulement maintenant, toutes les Renault 5 qui sortiront à partir de quelque part 2026, ici mars-avril, et cette Renault 4 sortent avec un freinage régénératif d'office, pas de mode B dans le sélecteur de vitesse. Et donc voilà. Ensuite, on a par exemple BMW qui dispose d'un mode B et plein d'autres marques. On a d'autres marques qui, jusqu'à très récemment, pour citer le groupe Volkswagen, eux, c'était vraiment parmi les premiers à sortir en tout public des voitures électriques, donc la ID3 en 2020, la Cupra Born en 2020 ou 2021. Mais en fait, eux, jusqu'à très récemment, jusqu'à vraiment un facelift et un remaniement technique sur toute la gamme, eux avaient un freinage régénératif très faible, l'équivalent de la moitié ici de ce qu'on peut avoir. Donc il fallait quand même beaucoup jouer du frein pour avoir eu une Cupra Born pendant 1 an et demi. Et aussi n'allait pas jusqu'à l'arrêt complet, ce qui était vraiment un défaut majeur. Et récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du coup un remaniement technique un peu, et donc maintenant ça va jusqu'à l'arrêt complet. Il paraîtrait, mais je n'ai pas essayé, il n'y a pas encore eu d'essai presse, que le freinage est plus fort, et on est sur un mode B du coup qui est beaucoup plus réel, qui est beaucoup plus en adéquation avec ce qui se fait sur le marché. Donc voilà, c'était à peu près tout pour la phase freinage régénératif. Voilà. Parlons maintenant consommation. La consommation en fait d'un véhicule électrique, déjà il faut l'expliquer. Qu'est-ce qu'on consomme? Pas de l'essence, évidemment, c'est électrique, lol. Donc on consomme de l'électricité, tout simplement. Et cette électricité, elle est stockée dans quoi? Elle est stockée dans une batterie. Batterie que je viens d'expliquer juste avant. La batterie qui est du coup, normalement, pour la plupart des voitures, mise sous le plancher. Sous le plancher de la voiture. Il arrive que des véhicules type Polestar, la Polestar 2 que je connais bien, la batterie elle est placée en T. Donc en T, elle est sur l'arrière et donc sur le coffre, et sur l'arrière sur la console centrale.
Et donc c'est un des rares véhicules électriques à avoir à l'arrière, au lieu d'avoir un plancher plat, d'avoir un tunnel, comme un tunnel de transmission, parce qu'en fait c'est la batterie qui est là. Et donc consommation, on consomme donc de l'électricité stockée dans la batterie. On recharge sa batterie au moyen d'une prise renforcée, au moyen d'une borne, lente ou rapide, peu importe, et on consomme. En véhicule thermique, vous consommez donc de l'essence ou du diesel, et une bonne consommation de diesel, par exemple, c'est 4 litres, ça c'était avant, sinon c'est 5 litres, 6 litres, 6 litres et demi, jusqu'à 7 litres, on est sur une bonne consommation en diesel. En essence, on consomme pas mal, en fonction du type de voiture, ça peut aller du simple au double, mais disons l'équivalent d'un véhicule moyen, une Renault 4, etc. Enfin, une Renault Captur, une Renault Clio, une BMW série 3, voilà, un peu tout ce qui se voit, une Volkswagen Golf. En essence, on peut se situer entre 6 à 8 litres. Eh bien, on peut essayer d'expliquer comme on veut un équivalent en électricité, on n'aura pas. Tout simplement, c'est juste d'autres codes, d'autres chiffres également, et donc tout simplement, c'est d'autres repères. Par exemple, une consommation d'un véhicule thermique, en moyenne, il n'y aura pas énormément de pourcentage de différence entre conduite sur route et conduite sur autoroute. Par contre, on va consommer plus en ville. Ici, en véhicule électrique, c'est l'inverse. En ville et sur route, donc en ville comme je me situe actuellement, et sur route nationale à 70, à 90, peu importe, on va consommer moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être à une vitesse très stable tout le temps, et en plus, à une vitesse qui est quand même basse, avec une résistance au vent qui est faible, et donc on va consommer très peu. Une bonne consommation d'un véhicule électrique, disons pas SUV, en ville, généralement en milieu urbain, on se situe entre 10 à 12 kWh au 100. Sur route, on peut se situer facilement à la même chose, en fonction des véhicules, mais en fonction de comment certains véhicules sont du coup paramétrés, on peut être à plus, on peut être à moins, mais généralement on va être un peu plus. On va être entre 12 à 14, de 12 à 15. Par contre, sur autoroute, là, on va être à beaucoup plus. Beaucoup, quand je parle, c'est parce que le chiffre vous paraîtra beaucoup, mais au final, quand on a une batterie d'un certain nombre de kilowattheures, il faut juste du coup diviser, et en fait la différence ne sera pas énorme. Mais donc on se situe pour un véhicule électrique sur autoroute, généralement entre 16, par exemple pour les Tesla Model 3 sortent à 16 kWh au 100, c'est entre 16 à 17 kWh au 100 pour leur consommation sur autoroute. On va dire entre 16 à 20. 16 à 20, c'est une très bonne moyenne. On peut avoir beaucoup plus, 22, 23, 24, 25, mais ça, on se situera généralement plus sur des SUV. Et c'est généralement pour ça, pour cette raison-là, que certaines marques, enfin beaucoup de marques d'ailleurs, mettent des beaucoup plus grosses batteries dans des SUV que dans des berlines ou des citadines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aura par exemple une grosse batterie de 80 kWh et on va consommer 25 kWh au 100. En partant à 100%, en fait, on sera du coup à 300 et quelques kilomètres. 25 x 3, on sera à 75 kWh de consommé avec 80 kWh de batterie. Donc on sera facile, proche des 5%, 10%, en partant à 100%. Et en fait, c'est pour ça, hop, mince, 300 km, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, choisir une voiture qui consomme plus, c'est aussi se dire, ok, j'ai une grosse batterie, mais il faut quand même tenir compte que je consomme plus. Et donc voilà, ça c'est un peu les consommations moyennes qu'on peut observer avec un véhicule électrique. Et donc après, il suffit juste de faire cette moyenne par rapport à la taille de la batterie et de se dire, ok, qu'est-ce que moi je fais la plupart du temps? Quelle autonomie je pourrais avoir en fait? Il faut s'intéresser à la voiture aussi, il ne faut pas juste se dire de regarder, ça c'est quelque chose que je vous déconseille, d'éviter de juste regarder le cycle d'homologation.
il faut bien entendu regarder les essais des voitures, les essais, pas forcément les essais presse, mais les essais vraiment réels, vraiment des essais où des youtubeurs essayent vraiment les voitures sur plusieurs jours, donnent vraiment les consommations réelles. Euh, et donc c'est ça, s'intéresser du coup aux voitures. Et si vous avez la flemme, eh ben, essayez de demander à quelqu'un d'autre autour de vous qui aime bien ça. Mais voilà, pour l'instant, un conseil que je donne, c'est de ne pas demander aux vendeurs. La plupart des vendeurs, encore maintenant, là, ne sont vraiment pas, sont pas vraiment formés et disent quand même beaucoup de choses fausses par rapport aux véhicules électriques. Donc ça, c'est un peu dommage. Et c'est le cas notamment beaucoup en Belgique et quand même beaucoup en France. Donc voilà. Choisir sa voiture électrique. Donc déjà, premièrement, orientez-vous vers les marques que vous aimez bien. Vous aimez les véhicules allemands? BMW, Mercedes, Audi? Allez-y. Vous vous en foutez de la marque? Allez voir du coup tout ce qui se fait sur le marché. Vous voulez juste une grande voiture ou pas? Eh bien, regardez pour une grande voiture, une petite voiture. En fait, premièrement, il faut juste choisir la voiture qui convient à votre taille et à votre besoin. Vous avez choisi votre voiture? Par exemple, vous aimez bien les SUV. Il existe une tonne de SUV. Par exemple, récemment, BMW iX3, Mercedes GLC, Volvo X60, pour citer le meilleur qui se fait sur le marché actuellement en termes de SUV premium. Mais sinon, vous avez Volkswagen ID4, Cupra Tavascan, Audi Q4, Audi Q6 plus récemment, qui a une meilleure technologie encore. Tous ces SUV, il y a encore aussi Kia, Hyundai. Vous avez choisi votre voiture. Après, tout simplement, vous regardez l'autonomie qui est annoncée par le constructeur, la taille de la batterie. Vous regardez un peu tous les ratios. Par exemple, cette voiture-ci que je conduis est annoncée pour 52 kWh de batterie pour 409 km d'autonomie. Vous regardez, imaginons que vous tombez sur une autre voiture qui propose 60 kWh et qui propose que 420 km d'autonomie. Là, c'est quand même à se poser la question, ok, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Est-ce que la voiture qui en propose 60, tiens, elle a une plus grosse batterie, mais elle fait que 10 km d'autonomie en plus que celle qui en propose 52? C'est quand même bizarre. Vous regardez un peu la consommation normalisée qui est annoncée par le constructeur au niveau du cycle d'homologation, etc., etc. Un autre aparté concernant la fameuse taille des batteries, je peux illustrer avec cette Renault 4 que j'ai maintenant. Renault a proposé deux autonomies avec cette voiture. Une autonomie urbaine avec seulement 40 kWh, où là, il est fort vrai, en long trajet, ça serait un peu compliqué, et une autonomie confort de 52 kWh pour 409 km d'autonomie. En fait, ça proposera quoi? Ça proposera entre deux arrêts, entre deux charges, long trajet, 180 à 200 km. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Sinon, vous ferez en fait tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours. Vous avez 300 km réels d'autonomie. Voilà, vous faites jamais 300 km d'un coup. Vous regardez et alors vous faites et vous chargez. La taille des batteries, en fait, actuellement sur le marché, on se situe entre 25 à 40. Généralement, on est sur des petits modèles. Fiat 500, Renault Twingo plus récemment. Renault 5 aussi propose 40 kWh ou 52. Entre 25 à 40, on se situe sur des autonomies effectivement qu'on appelle urbaines, sur des batteries qui sont petites. Ensuite, entre 40 à 60 kWh de batterie, là on est sur des autonomies, disons, polyvalentes, confortables. Là, en fait, on pourra envisager tout ce qu'on veut tout le temps sans se poser trop de questions. Ensuite, entre 60 à 80 kWh, là on sera quand même sur des grosses batteries, mais pas encore tout à fait les plus grosses du marché. Je m'explique. Maintenant, les grosses marques, pour proposer des 700, 800, 650 km d'autonomie, proposent des batteries entre 80 à 100 kWh, parfois même plus, avec des très gros véhicules. Donc, du coup, l'autonomie est quand même
réduite par rapport au ratio taille de batterie et consommation et autonomie. Mais entre 80 et 100 kWh, là, on est sur des très gros véhicules. 60 à 80, vous serez sur quelque chose de hyper polyvalent. Vous pourrez envisager tout ce que vous voulez. Et enfin, vous devrez toujours, quand vous choisirez votre voiture, faire le ratio entre ces tailles de batterie et le type de véhicule. Je m'explique. Un SUV va toujours consommer plus, même en véhicule thermique. Et surtout en véhicule électrique, par rapport à la portance au vent, plus on va vite, plus il y a de l'air qui circule et plus la surface si la surface d'un véhicule est grand, alors forcément ça consomme plus. Une berline ou un break, ou même un coupé, ça existe, consommeront toujours moins. Donc fatalement, quand vous comparez par exemple Audi Q6 avec Audi A6, vous avez quasiment 100 km d'autonomie de différence pour la même taille de batterie. La même chose pour BMW. Vous avez par exemple la BMW i5 et la BMW iX. La BMW i5 sort pour la même taille de batterie à quasiment 50 km de plus. C'est quand même pas mal de plus. Donc voilà, l'aparté est terminé. Ensuite, une fois que vous avez l'autonomie qui vous convient, par exemple, vous savez que vous faites jamais des longs trajets, vous allez vous orienter vers des batteries plus petites. Vous savez que vous faites des longs trajets et vous voulez être rassuré au tout début parce que ça serait votre premier achat, alors vous prenez une voiture avec une grosse autonomie. Par exemple, dans quelques mois, sortira une BMW i3, donc c'est une berline, à plus de 900 km. 900 km, du coup, c'est exactement ce que les gens avec les véhicules thermiques disent, je fais 900 km avec mon plein. Et en situation réelle, même sur autoroute, j'en viendrai dans un autre chapitre pourquoi je parle d'autoroute et qu'il y a moins d'autonomie sur autoroute. Mais sur autoroute, il y aura peut-être un peu moins, mais il y aura quand même plus d'autonomie que ce que peut supporter une vessie d'un homme ou d'une femme, ou d'un enfant. Voilà. Ensuite vient la question du prix, parce que vous me direz, on me dira peut-être en commentaire, oui mais le véhicule électrique c'est super cher, mais en fait, je pensais aussi que les véhicules électriques étaient super chers, jusqu'à il y a même pas très longtemps, parce que je m'intéresse vraiment que aux véhicules électriques depuis très longtemps. Je m'intéresse aux hybrides, je m'intéresse un peu aux bons véhicules sportifs, etc., mais principalement aux électriques. Et en fait, je trouve aussi que c'était cher. Seulement, en fait, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais les véhicules thermiques ont augmenté pareil. En fait, maintenant, les véhicules électriques sortent au même prix à soit leur équivalent thermique, soit l'autre équivalent de ce qu'il y a dans la gamme, mais qui n'est pas forcément la même chose. Un Renault Captur en hybride, mild hybride, donc toute petite hybridation, sort à partir de 29 000 euros. Cette Renault 4 e-Tech sort entre 29 000 à 33 000 euros. 29 000, c'est le prix en 120 chevaux en 40 kWh, donc quand même une petite autonomie. Et 52 kWh, 150 chevaux, c'est ce qui sort à 33 000 euros. Vous me direz, bah là, oui, c'est plus cher en fait. Eh bien, oui, c'est plus cher. Mais en fait, la différence, elle est rattrapée énormément après même pas un an. Rouler en électrique, en chargeant à la maison, ça coûte 3 euros du 100 km. Plus, actuellement, la situation, on est en 2026, on est en avril 2026, on est à plus de 2 euros le litre pour l'essence ou pour le diesel. Que ça soit en Belgique ou en France. En Suisse, n'en parlons pas, par exemple. Donc, la différence est rattrapée parce que le prix de l'électricité, pour l'instant, n'augmente pas. Et même s'il augmentait, on se situerait à peut-être 4 euros, 4,50 € du 100 km. À moins de consommer 1 litre au 100, 2 litres au 100, impossible. Et vous me direz, bah oui, un véhicule hybride rechargeable. Un véhicule hybride rechargeable, il y a l'inconvénient des deux motorisations. Et quand même, il faut quand même recharger. Il faut entretenir son véhicule thermique. Donc, c'est un inconvénient pour moi. Mais bon, n'en parlons pas. Un autre exemple, Audi A6 Break, Audi A6 avant. Ils ont sorti la Audi A6 avant en électrique et en thermique avec deux plateformes différentes. Donc, c'est vraiment deux voitures distinctes.
Bah, la Audi A6 avant en S-Line, donc une finition sportive, un moteur de 367 chevaux électrique, avec une grosse batterie qui annonce entre 630 à 720 quelque chose kilomètres d'autonomie, sort à partir de 78 000 euros. La Audi A6 avant, essence, 3 litres à 367 chevaux, qui annonce, je ne sais plus quelle conso normalisée, mais je crois entre 7 à 8, quelque chose. Donc, si j'ai fait un ratio rapide avec 56 litres de réservoir, eh bien, on se situe à peu près entre 680 à 800 km. Entre 680 à 800 par rapport à 630, 720, vous en conviendrez, pour une utilisation de tous les jours, il n'y a pas grand-chose qui change. Eh ben, cette voiture thermique sort à 82 000 euros en prix de base. Et on est sur le même niveau d'équipement, S-Line, avec aucune option ajoutée. 78 000, 82 000. On voit que du coup, là, chez Audi, ils ont même mis leur voiture électrique moins chère que le véhicule thermique. Et en plus de ça, chez Audi, bah, la Audi A6 Break en électrique a plus de coffre que la légendaire Audi A6 Break thermique qui avait un énorme coffre. Maintenant, à cause de l'hybridation d'office, eh bien, les batteries se situent dans le coffre, alors que dans la Audi A6 avant électrique, les batteries se situent dans le plancher, sous le plancher. Donc plus de coffre. Voilà, maintenant on va parler d'un autre sujet, la recharge. La recharge, en fait, par exemple, sur cette Renault 4, elle est ici, à l'avant gauche du véhicule. Pour recharger en fait sa voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste d'avoir des câbles. Des câbles fournis avec la voiture. Donc, je vais ouvrir le coffre. Donc on a des câbles ici, câbles de recharge, ce qu'on appelle type 2. Beaucoup de chaînes YouTube l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais en gros ça, vous le mettez dans la borne de recharge, et ça, vous le mettez dans la voiture. On aura juste du type 2. Qu'est-ce que c'est du type 2? C'est ça ici. Voilà. Le type 2, c'est ça là. Type 2, en fait, ça va mettre plusieurs heures à remplir la batterie. On aura ça. Et alors, long trajet, grosse borne. Vous mettez la grosse borne là qui sort comme ça et boum, vous mettez ça ici. Et en fait, la grosse borne, c'est juste ça, ça et ça. Alors que le type 2, c'est tous les trous qui sont là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mauvais sens, peu importe. Ça va juste charger. Et en fait, ça va mettre plusieurs heures. Pourquoi? Parce qu'on va se situer sur du 11 kW. Kilowatts de puissance, alors qu'on a une batterie de 52 kWh par exemple. Imaginons que vous êtes à 0%. Chose qui n'arrive jamais, puisque même en véhicule thermique, vous n'attendez pas d'avoir 0 litre. Mais peu importe, vous êtes à 0%. 52 kWh, 11 kW, bah, vous divisez, ça fait à peu près 4 heures, 5 heures plus, à peu près 5 heures. Mais ça, c'est uniquement si vous branchez à 0. Mais généralement, vous branchez quand vous voulez, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, dans d'autres séquences de cette vidéo. Vous branchez, vous avez 50%. Vous branchez, vous avez même 60%, 80%. Et puis en fait, vous avez besoin que d'une heure. Vous avez besoin juste d'un petit appoint. Ben voilà, en fait, c'est ça qui compte. Donc, en fait, la recharge, c'est facile. Ensuite, on a la recharge rapide. Là, pareil, beaucoup de chaînes YouTube vont m'expliquer mieux que moi, mais actuellement, on se situe sur une moyenne de 10-80% de une demi-heure. Et ça tend vraiment à diminuer. On est plutôt sur des standards maintenant de 25 minutes, 20 minutes même pour des recharges rapides. Et alors certaines marques chinoises font même 12 minutes pour notamment citer Xpeng, Xpeng G6, Xpeng G9. Et quand je dis 12 minutes, eh bien à nouveau c'est 12 minutes 10-80%. Pourquoi 80? Parce que beaucoup de marques, beaucoup de voitures électriques ont une batterie qui, de manière, pour préconiser la durée de vie de la préconisation et pour préserver la durée de vie de la batterie, est de ne pas charger au-delà de 80%. Mais seulement, ça c'est si vous le faites tout le temps. C'est la même chose qu'un iPhone. Un iPhone, vous l'avez en main,
Il vous dit aussi préserver la durée de vie de la batterie, 80%. Ben, c'est la même chose pour les voitures. Et en soi, euh, recharge rapide, pourquoi 10-80? Parce qu'en fait, vous ferez le 80-100 généralement à la même durée que faire le 10-80. Pourquoi? Parce qu'en fait, la batterie, elle a une sécurité, c'est de ne pas encaisser trop de puissance tout le temps, sinon ça abîme la batterie, quoi. Mais donc voilà, à nouveau, plein d'autres chaînes YouTube l'expliqueront mieux que moi. Ici, je vulgarise un peu. Donc voilà. Un dernier point qui concerne la recharge, parce que je dis beaucoup, oui, recharge à domicile, etc. Mais effectivement, malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir une maison ou un appartement avec borne de recharge. Et donc là vient un peu toutes les cartes de recharge. Tout ça là. Vous voyez que même moi qui ai une borne à la maison, je fais une collection parce que moi aussi j'aime bien et parce qu'en fait, ça c'est un peu peut-être le point noir, c'est que tous les opérateurs de bornes ne se sont pas dit tiens, on va tous se mettre ensemble et on va faire quelque chose de commun. Un peu peut-être comme on pourrait dire les pompes à essence. Mais les pompes à essence pratiquent aussi des prix différents, comme les bornes de recharge. Donc ça va. Elles ont aussi toutes des cartes de fidélité différentes. Donc en fait, vous me direz, il n'y a rien de différent par rapport à toutes les cartes ici que je vous ai montrées. Donc, la recharge, alors forcément le mieux, la recharge, et maintenant ça commence un peu à pulluler partout, la recharge c'est la recharge en rue, la recharge en borne lente, donc les petites bornes, j'incrusterai du coup une image de ce que je veux dire. Vous vous garez, vous chargez et vous payez ce que vous consommez. Parfois aussi, on va payer aussi si on reste trop longtemps à la borne sans bouger et donc on va payer des frais. Eh ben, là, malheureusement, je vais pas mentir, en Belgique, en tout cas, là où moi j'habite, la recharge en borne publique, eh ben, elle est quand même chère. Située en fait à 70 centimes, 65, 60, 59 au mieux peut-être. Sinon, on va être plutôt à 65, 70 centimes le kilowattheure en fonction de la carte qu'on va prendre. Et si on a une moyenne de, disons, 20, 20 fois 14, 20 fois 70 centimes, ça fait 14 euros. 14 euros le 100 km. Là, on n'est pas du tout sur un truc économique du style, ce que je disais dans une autre séquence, 4 euros les 100 km. Bah ouais, parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup. Disons qu'on consomme même que 15 kWh, on sera à genre, voilà, les 15 kWh, 15 fois 70 centimes, ça fait 10 euros, ça fait 10,50 €. 10,50 €, on me dirait, là, il y a la crise pétrolière, donc ok, mais quand il n'y a pas la crise pétrolière, 1,60 €, 5 litres au 100, bah du coup, on est mieux. Ben oui, oui, ça c'est vrai. Mais en fait, du coup, pour contrecarrer ça, ben, recharge rapide, tout simplement. Recharge rapide, tu fais tes courses, tu fais ceci, tu fais cela, tu rentres le vendredi, tu as fini plus tôt, tu vas faire une petite recharge rapide, ou bien même tu fais 2 recharges rapides sur ta semaine, où tu restes que 10-15 minutes à ta borne, et en fait c'est OK. Et pourquoi recharge rapide? Parce que là, par contre, c'est très intéressant. Les opérateurs de recharge rapide, il y en a plein, et de nouveau, il y a plein de chaînes YouTube que je peux donner en description qui sont mieux que moi, qui sont plutôt français, mais ça s'applique aussi pour la Belgique, pour au moins se repérer. Bah, du coup, Electra, Ionity, même Tesla, en fait, on peut, même si on n'a pas de Tesla, payer un abonnement mensuel et en fait avoir un prix au kilowattheure qui est vraiment hyper avantageux. On va se situer par exemple chez Electra à 39 ou 29 centimes, je pense. 39 centimes, je pense. Donc même disons 40 centimes, bah là du coup on sera moins cher qu'en thermique. On sera par exemple chez Tesla à 40, 45 centimes, 39 centimes. Et encore mieux si vous habitez le long de la frontière française, là vous pourrez traverser la frontière et à chaque fois vous recharger parce que les prix de la recharge rapide en France sont vraiment tellement mieux qu'en Belgique. Donc voilà, ça c'est un peu tout ça. Maintenant, bah, si vous avez la chance d'avoir ne fût-ce qu'un garage, ne fût-ce qu'une maison, ne fût-ce que voilà, quelque chose, bah, en fait,
borne à domicile, électricité de la maison, ça fait le job de ouf. C'est le mieux, quoi.